Ouais, ici, ça marche. Voilà, donc l'idée du package, ça va être de permettre aux utilisateurs de Shiny de pouvoir lancer des opérations relativement longues depuis une application Shiny. Alors, ce n'est pas vraiment le comportement qu'on attend depuis une application Shiny, hein, parce que dans une application Shiny, c'est plutôt des choses rapides qu'on va faire, des calculs dont on va vouloir le résultat assez rapidement. Et puis, si on fait un calcul long, le problème, c'est que si on s'éloigne de l'application, si l'application est quittée, bah, finalement, on ne va pas pouvoir récupérer le résultat. C'est l'idée derrière Shiny Batch. Pour cette présentation, je vais revenir d'abord sur le fonctionnement classique des applications Shiny. Ensuite, je vais parler un peu de Shiny Asynchrone. Donc, en fait, c'est les packages Future et Promises, dont on a déjà pas mal parlé dans cette session. Les améliorations que ça apporte sur une application Shiny au niveau de l'utilisation et de la résolution des calculs. Et puis, on verra que ça ne suffit pas à traiter les calculs relativement longs. Donc, on va enchaîner avec une démonstration du package Shiny Batch. Ça permettra de fixer un peu les idées pour la suite de la présentation, et donc notamment la présentation de toutes les caractéristiques du package. Puis on terminera sur un petit cas d'usage, comment, lorsqu'on a une application Shiny, on peut intégrer les modules Shiny Batch. Donc, très simplement, si j'ai une application Shiny, on va dire qu'elle est hébergée sur un serveur. Si on se place dans la version non payante, on va avoir une session à laquelle peuvent accéder plusieurs utilisateurs. Et lorsque un utilisateur va déclencher une opération, les autres utilisateurs vont devoir attendre la fin de cette opération pour pouvoir en déclencher une à leur tour, puisque la résolution est séquentielle. Avec les packages Promises et Future, ça va être un peu différent. On va pouvoir allouer des cœurs supplémentaires à notre application. Donc, par exemple, on va dire qu'on alloue 2 cœurs supplémentaires. Et donc, lorsque 2 utilisateurs différents vont lancer des calculs en même temps, eh bien, ces calculs vont pouvoir être résolus simultanément, dans la limite des ressources disponibles qui ont été allouées, bien sûr. Et donc, si une troisième personne lance une opération alors qu'il y en a déjà 2 en cours dans cet exemple, eh bien, il devra attendre que l'une des 2 précédentes opérations a été résolue avant que la sienne soit prise en compte. Donc, finalement, la résolution des opérations, elle est quand même séquentielle une fois que la limite des ressources est dépassée. Et alors, pour un utilisateur, là, j'ai indiqué que la résolution des opérations a été séquentielle. C'est-à-dire que normalement, quand un utilisateur lance une opération, s'il en lance une autre directement, il devra attendre que la première soit résolue avant que la deuxième soit prise en compte. Alors, on a vu dans la présentation de ThinkAir tout à l'heure qu'on pouvait avoir un comportement un peu différent. Donc, on peut tricher un tout petit peu avec le fonctionnement classique de Shiny et Promises, sauvegarder notre résultat dans une reactive values, et dans ces cas-là, on a quelque chose qui est directement très interactif. Donc, c'est complémentaire. Ça marche très bien pour les calculs relativement courts. Maintenant, comme je disais, si on a un calcul qui est relativement long, donc qui va peut-être durer plusieurs heures, là, on ne peut pas vraiment faire appel à ce genre de solution parce qu'à un moment donné, on va peut-être quitter notre application et on a envie quand même que le calcul soit mené à son terme et ensuite, on veut pouvoir récupérer le résultat. En plus de ça, si on a un calcul relativement long, on va peut-être consommer beaucoup de ressources. Et donc, on aimerait peut-être choisir le moment auquel le calcul va être lancé. Par exemple, on pourrait vouloir que le calcul soit lancé à minuit tous les soirs. Et donc ça, c'est des choses qui vont être permises par le package Shiny Batch, puisque les calculs ils vont être lancés à intervalles réguliers par un cron. Donc un cron, c'est un petit programme, un genre de timer qui, à intervalles réguliers, va déclencher un script. Dans le cas de Shiny Batch, c'est un script qui va regarder s'il y a des tâches qui sont en attente d'exécution, et s'il trouve effectivement des tâches en attente, il va pouvoir les lancer. Et donc, on peut définir un cron qui va peut-être tourner toutes les 5 minutes. On peut aussi définir un cron qui va tourner à chaque fois, tous les jours, à minuit, pour déclencher des tâches. Donc, je vous propose de commencer par une démonstration, ça permettra d'y voir un tout petit peu plus clair. Alors, donc cette démonstration, c'est la démonstration du package Shiny Batch, donc que vous pourrez lancer chez vous si vous avez le package. Là, on a une application Shiny relativement classique avec pas mal d'inputs. Tous ces inputs qu'on voit là, ça va être des inputs qui vont nous permettre de réaliser simplement un tirage aléatoire selon une loi normale. Et pour que ça dure un peu plus que quelques millièmes de seconde, on va augmenter la durée d'exécution du calcul. Toutes les inputs qu'on voit sur ce premier bloc, c'est des inputs de notre application. Ça ne fait pas partie du module.
en fait, le premier module qui va nous permettre de configurer les tâches, il n'a pas vraiment de réalité physique. On va juste lui passer les résultats de tous ces inputs, et à partir de ces résultats, il va nous créer un fichier de configuration. Alors, au niveau des inputs de la seconde ligne, on voit un argument priority. Cet argument de priorité, ça va nous permettre de hiérarchiser nos tâches pour voir laquelle va être lancée en premier par notre cron. Et ensuite, on a des arguments descriptifs. Donc, par exemple, le titre et la description, mais ça pourrait être tout autre chose. Là, le créateur de l'application peut imposer les champs qu'il souhaite. Donc là, je vais lancer une première tâche et je vais lancer une seconde tâche tout de suite avec une priorité supérieure. Maintenant, j'ai le second module, un module de visualisation de mes tâches. Donc, on voit que j'ai bien deux tâches qui sont en cours. Et la deuxième tâche, elle a une priorité de 2 et elle est affichée en premier. Ça va être la tâche qui va être lancée la première. Ce modèle de visualisation, il permet de voir l'ensemble des caractéristiques de ma tâche. Donc, on a les champs descriptifs et puis on a des champs de date. La date de création de la tâche et les dates de début et de fin de résolution. La priorité également. Là, on voit que la tâche avec la priorité la plus élevée a bien été lancée et ça y est, elle est terminée. Si je prends la tâche du dessous, si je clique dessus, ça m'ouvre un second tableau d'informations dans lequel j'ai toutes les informations qui sont relatives à ma fonction que j'ai utilisée pour résoudre ma tâche, donc qui est sauvegardée dans un script R, et puis tous les inputs que l'utilisateur lui a fournis. Et puis on voit que j'ai un bouton ici pour afficher par exemple les logs. Là, on voit qu'il n'y en a pas parce que la tâche n'a pas été résolue. Mais si je prends la première, on voit que j'ai des logs qui ont été renseignés. Donc si j'ai eu une erreur pendant la progression de mon calcul, donc qui est lancé en batch, et ben comme ça, je vais pouvoir voir ce qui s'est passé et trouver l'origine de l'erreur assez rapidement. Donc là, le cron, il tourne toutes les minutes. Donc au bout de quelques instants, le second va se lancer. Et on voit que j'ai un bouton là, Display Task Result. Ça, c'est un truc qu'on a rajouté dans la démonstration. En fait, ce deuxième module de visualisation, quand on clique sur une ligne, comme ça, il va nous renvoyer le chemin vers le résultat de la tâche. Ce qui fait qu'on va juste avoir à récupérer le résultat pour pouvoir l'afficher directement dans l'application. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir lancer des tâches et ensuite les récupérer de manière assez simple. Et si là, je quittais l'application et que je la relançais, comme tous les résultats sont stockés dans un dossier, j'aurai dans mon module de visualisation les mêmes résultats qu'actuellement. Et si j'avais des tâches en cours, elles continueraient d'être lancées tant que mon cron est en service. Donc voilà pour la démonstration du package. On a vu comment ça marchait. Maintenant, on va voir un peu pourquoi ça marche. Qu'est-ce qui fait que ça marche? Alors, il y a juste quelques petites slides juste après la démonstration avec le code pour lancer l'application de démo depuis le package et des captures d'écran. Le package en lui-même, il est disponible pour l'instant sur le GitHub de Datastorm. Il a été soumis au CRAN, mais il n'est pas encore disponible. Donc, on attend une validation de la part du CRAN. Et sous l'exemple qu'on a vu, il fonctionnait sous Linux, mais il peut également fonctionner sous Windows. En fait, on utilise deux packages qui sont Task Scheduler et Cron R, qui sont mutuellement exclusifs et qui permettent de lancer des crons sous Windows et sous Linux. L'objectif du package, je l'ai déjà dit plusieurs fois, ça va être de permettre de lancer aux utilisateurs des tâches depuis leur application et de gérer un peu les ressources qui sont utilisées. Par exemple, en configurant le cron pour qu'il lance les tâches à minuit tous les jours. Le deuxième module, le module de visualisation, il permet de regarder où en sont mes tâches, si j'en ai qui sont encore en attente, si j'en ai qui sont terminées ou s'il y a eu des erreurs. Et en plus, il permet d'accompagner l'utilisateur en générant des logs si par exemple il y a eu des problèmes et en permettant de récupérer relativement facilement le résultat de l'opération, de manière à ce que ça puisse être réutilisé directement dans l'application. Le package, il est configuré de cette manière. Il y a deux modules principalement. Donc, le premier module de configuration des tâches. Ce module-là, il va prendre tous les inputs qu'on a vus tout à l'heure. Donc, pour notre loi normale, c'était la moyenne, l'écart type et puis le nombre de points notamment. Il va prendre aussi d'autres paramètres comme l'argument de priorité qui nous permet de dire si une tâche doit être lancée rapidement ou pas. Et puis, il va prendre également le chemin vers le dossier dans lequel on souhaite stocker nos fichiers de configuration. Ces fichiers de configuration, ils vont reprendre toutes ces informations, plus les dates, date de création, date de début et de fin de la tâche. Et finalement, ils permettront au cron de lancer la tâche automatiquement.
Donc, un exemple d'effet de configuration, on retrouve l'ensemble des champs qu'on a vus dans le module de visualisation et dans l'application. Donc, les 3 champs de date, la priorité, le statut. Donc, le statut, ça peut être soit waiting si l'opération n'a pas encore été lancée, soit running, finished ou error. Ensuite, on voit qu'il y a un champ descriptif. Ce champ-là, tout à l'heure, je disais qu'il était facultatif. En fait, c'est le créateur de l'application qui va imposer ou non à l'utilisateur de remplir certains champs descriptifs pour qu'on se souvienne un peu de ce à quoi correspondait la tâche. Là, par exemple, c'est un titre et une description un peu plus détaillée. Et donc, c'était renseigné dans l'application par des text input. Ensuite, on a tous les champs qui sont relatifs à la fonction. Donc, la fonction qui doit être sauvegardée dans un script. Et donc, il nous faut le chemin vers la fonction et son nom pour pouvoir la sourcer dans l'application. Ensuite, les arguments, soit ils sont relativement simples et ils sont stockés directement dans le fichier de configuration, comme c'est le cas pour X, soit c'est des arguments un peu plus complexes, par exemple des tableaux de données, et ils sont stockés au même endroit que le fichier de configuration dans le dossier. Le dernier argument, c'est tout simplement le chemin vers le fichier de configuration. Le deuxième module, donc on l'a vu tout à l'heure, il permet de visualiser les tâches, leur statut, leur évolution, et donc il va directement lire le fichier de configuration. Il a besoin comme paramètre notamment du chemin vers le dossier qui contient les fichiers de configuration. On peut aussi lui donner d'autres arguments qui permettent de définir ce qui va être affiché dans ce module. Par exemple, ça peut être d'afficher ou pas les éléments relatifs à la fonction, donc son nom et son emplacement. Tout ça est au choix de l'utilisateur. Avec ça, on a, indépendamment des modules, les fonctions qui permettent de lancer le cron. On a fait le choix d'avoir une implémentation très facile d'utilisation pour l'utilisateur, qui fait que pour lancer le cron, il n'y a pas de connaissances à avoir particulières. On a juste à appeler la fonction scheduler_add et à lui donner quelques arguments. On lui donne d'abord le nom du cron. Le nom du cron, c'est important parce que vous allez commencer par lancer le cron, et puis quand vous n'en aurez plus besoin, il faudra supprimer le cron. Pour ça, vous avez une fonction scheduler_remove, mais il faudra lui renseigner le nom du cron. Si vous n'avez pas le nom du cron, bah, vous pourrez toujours le retrouver. Vous pourrez toujours le retrouver, mais comme en Windows, par exemple, il y a beaucoup de programmes qui sont exécutés, ce sera plus compliqué si vous n'avez pas le nom. Et puis, en argument supplémentaire, vous allez lui donner le nombre de tâches maximum que vous souhaitez pouvoir être réalisées simultanément et le chemin vers le fichier de configuration. Une fois que c'est fait, le cron il pourra appeler à intervalles réguliers la fonction launcher. Fonction launcher qui est la fonction qui va faire plusieurs choses. D'abord, lister toutes les tâches présentes dans les fichiers de configuration. Elle va regarder par exemple toutes celles qui sont en statut waiting, les lister et définir un ordre de priorité. L'ordre des priorités est défini d'abord avec l'argument de priorité et ensuite en fonction des dates de création. Et puis, si le nombre maximum d'opérations simultanées n'est pas atteint, la fonction launcher, elle va faire des appels successifs à la fonction runTask qui lance les tâches par batch jusqu'à atteindre ce maximum. Et donc, la fonction runTask qui va réaliser la tâche va générer les log files qui vont nous permettre de vérifier si notre fonction si notre tâche s'est bien exécutée correctement et sinon de détecter d'où provenaient les erreurs. Donc voilà globalement pour la structure du package. Maintenant, si moi j'ai une application qui fonctionne et que je souhaite brancher les modules de Shiny Bash, comment je dois faire en pratique? On va imaginer qu'on a une application qui fonctionne et un fichier global dans lequel on va charger tous nos packages, les dépendances, les données, les fonctions. On a également notre fonction principale qui va résoudre les tâches, qui est sauvegardée dans un script différent et qu'on va pouvoir appeler ensuite via le cron. Et on a aussi défini le chemin vers le répertoire dans lequel seront stockés tous nos fichiers de configuration, mais aussi les inputs, donc les paramètres qu'on va donner à la fonction, les logs et les résultats. Une fois que tout cela est fait, on va pouvoir commencer à intégrer nos modules, en commençant par le module de configuration des tâches. Alors ce module, il va reprendre finalement tous les paramètres qui sont stockés dans le fichier de configuration. Et en plus de ça, il va prendre un paramètre bouton, le paramètre btn. On a fait le choix de laisser à l'utilisateur le plus de liberté possible. Donc là, l'utilisateur, il peut choisir de passer... Enfin, il peut customiser comme il veut son application, ses boutons. Et finalement, ce qu'il donne à l'application, c'est juste le résultat du bouton sous forme de réactive. C'est ça qui permettra de déclencher le module.
mais il n'y a pas un bouton qui est prédéfini dans le module de configuration des tâches et qui ne respecterait pas, par exemple, la charte graphique de l'application. Les autres arguments qu'on donne à la fonction, c'est tous ceux du fichier de configuration, le chemin vers le fichier de configuration, les arguments descriptifs qui sont facultatifs et définis par le créateur de l'application. Donc là, on a choisi deux champs, le titre et la description, qui sont passés sous forme de liste. Et ensuite, les fonctions, les arguments relatifs à la fonction, aux arguments. On voit que là, on a donné deux inputs à la fonction comme argument, x et y. On aurait bien sûr pu lui donner des inputs qui seraient figés, définis dans le global, par exemple. C'est la même chose pour l'argument priorité. De la même manière, on va pouvoir ajouter le module de visualisation des tâches. Il va avoir besoin de très peu de paramètres. Le chemin vers le fichier de configuration, toujours. Un argument allowed status qui va permettre de définir quelles sont les tâches qui vont être affichées dans ce second module. Là, on les a tous renseignés, c'est-à-dire que toutes les tâches elles vont être visibles dans le module. Quand une tâche va passer du statut waiting à running puis à finished, on va toujours voir la tâche affichée. On pourrait aussi dire que lorsqu'une tâche est terminée, je ne souhaite plus la voir dans ce second module. Dans ce cas-là, j'enlève le mot-clé finished et je ne verrai plus la tâche. Les 4 derniers arguments, payload, runinfo, etc., c'est des arguments qui vont permettre de définir quelles sont les informations qui sont affichées dans ce second module. On peut par exemple choisir d'afficher ou non les informations relatives à la fonction, comme le chemin vers le script et le nom. On peut aussi choisir de ne pas afficher les dates ou l'information de priorité et les statuts. Bref, tout est paramétrable par l'utilisateur. Alors maintenant que j'ai ajouté mes modules, mon application fonctionne, je peux définir des tâches, mais elles ne vont pas encore être exécutées parce que je n'ai pas lancé mon cron. Pour lancer le cron, je disais tout à l'heure qu'on avait simplement besoin d'utiliser la fonction scheduler add. Cette fonction, elle prend quelques paramètres en entrée. Elle prend le chemin vers le script du cron. Ce script, il va être créé par la fonction scheduler add en renseignant le champ createFile à vrai. Donc on lui dit qu'elle va créer le script qui sera appelé dans le dossier dir scheduler. Ensuite, on lui donne le nom du cron, donc le nom qui permettra d'identifier le cron et plus tard de le supprimer quand on n'aura plus besoin avec la fonction scheduler remove. Et ensuite, les 3 derniers arguments, c'est les arguments qu'on va passer à la fonction launcher. Donc, on a l'argument qui correspond au chemin vers le fichier de configuration, l'argument maxFuns qui définit le nombre maximum de tâches qui vont pouvoir être réalisées simultanément, donc qui permet à l'utilisateur de contrôler un peu les ressources qui vont être utilisées. Si c'est des tâches relativement longues, peut-être qu'on mettra maxFuns à 1 parce qu'on n'a pas envie de surcharger le serveur. Et enfin, l'argument ignore status, celui-là, il permet de dire au cron, j'ai des tâches qui prennent différents statuts, toi, tu vas te concentrer seulement, par exemple, sur les tâches qui sont en statut waiting. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend cette configuration-là, la fonction launcher, elle va seulement se concentrer sur les tâches en statut waiting, elle va les prioriser, elle va les lancer. Les autres, elle ne va pas les considérer. Mais on pourrait avoir besoin d'une configuration différente. On pourrait se dire que tous les mois, on va relancer toutes les tâches qui ont été terminées. Dans ces cas-là, on enlèverait l'argument finished, on enlèverait la modalité finished de cette liste et on la remplacerait par la modalité waiting. Je vais terminer en disant que, encore une fois, si l'utilisateur quitte l'application, les calculs ils continuent de tourner puisqu'ils sont exécutés en batch en dehors de l'application. Et si on relance l'application, si on relance le second module, on retrouvera les calculs qui ont déjà été renseignés et ceux qui sont en cours d'exécution, à moins d'avoir supprimé le dossier dans lequel ils sont stockés. J'en ai terminé avec cette présentation. Si vous avez des questions. Merci beaucoup, Thibaut. Est-ce que vous avez des questions ici? Ailleurs aussi, mais je ne vois pas. Attends, pas encore. C'est OK. Bon. Yes, j'arrive. Merci pour cette présentation. J'avais une question. Est-ce qu'on peut imaginer
de garder les batchs, les scripts exécutés typiquement juste pour une personne, des personnes loguées à l'application, et avoir un historique juste pour les personnes connectées. Alors, on pourrait imaginer, pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais ça pourrait être un développement ultérieur de l'application, oui, tout à fait. Pour l'instant, non, ce n'est pas le cas. J'ai quelques questions à distance, mais il faut les épargner vu qu'ils voient la fenêtre de chat en gris. Alors, première question, est-il possible d'envoyer un mail aux utilisateurs lorsque la tâche est finie? J'imagine que oui, on pourrait aussi implémenter cette possibilité. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le package est assez récent, mais après, c'est des choses qui peuvent toujours être rajoutées. Donc là, n'hésitez pas non plus à poster des choses sur les GitHub de Datastore. Ok, je donne la parole à Benoît pour compléter. Oui, du coup, quelques petites précisions. En fait, c'est possible de filtrer déjà les tâches parce que tu peux passer un argument pour filtrer ce que tu affiches à l'écran. Donc, si tu récupères le nom d'utilisateur, tu peux dire j'affiche que les tâches de cet utilisateur. Donc, il y a déjà quelque chose qui est faisable. Et pour les mails, effectivement, vu que c'est une fonction R qu'on appelle, on code ce qu'on veut dedans. Donc, si à la fin, on veut coder un envoi de mail à la personne, il n'y a qu'à le faire. Ce n'est pas nous qui allons intégrer ça dans le package, on n'a pas de raison de le faire. Là, c'est proposer un appel à une fonction. On met ce qu'on veut dans la fonction et on pourrait envoyer un mail, bien évidemment, avec les outils qui existent.